Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, je reçois, on va l'appeler Madame Pri. Je sais qu'à mon avis, tu vas me répondre quelque chose, mais voilà, on va recevoir Valérie. Valérie, que j'ai eu la chance de rencontrer d'abord via les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça notre première interaction. Et puis, elle a assisté à une de mes formations sur le networking, une autre sur les réseaux sociaux, je pense que c'était. Ouais. Et voilà. Et donc, je me suis dit, c'est vrai que je vois beaucoup ce que tu postes. Et je sais que tu postes par rapport à une problématique que beaucoup de gens ont, c'est un peu savoir comment se donner de la valeur, en fait, que ce soit en termes de prix sur un produit, etc. Donc, je me réjouis de ce bavardage, je pense qu'il va être vraiment très enrichissant pour les gens, parce que je pense que le problème arrive chez beaucoup de monde. Mais avant tout ça, ma fameuse question du début, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Et surtout, comment en es-tu arrivé là? Eh bien, bonjour Lucas, merci pour ton invitation tout d'abord. Alors, qui je suis? Comme tu l'as dit, beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Madame Prix. En fait, je suis Valérie Maréchal, spécialiste en stratégie prix et croyances limitantes. Et on m'a appelée Madame Prix parce que j'ai commencé à faire plein de conférences sur la psychologie du prix, donner des formations à ce niveau-là. Mais en fait, au fil du temps, le concept a évolué. Parce que le prix, c'est une chose, avoir une bonne stratégie prix pour les entrepreneurs, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et en général, ça bloque à d'autres niveaux. Et maintenant, j'aime bien dire que j'aide les entrepreneurs déterminés à mettre des chiffres et des mots sur leurs valeurs pour atteindre l'indépendance financière. D'accord, donc ça aujourd'hui c'est ton activité Oui. principale. Elle consiste en quoi? Comment est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée sur les accompagnements individuels parce que j'ai vu que c'était la manière la plus efficace de faire avancer les gens. Les conférences, les formations, c'est bien, ça leur donne une première approche, plein de petits trucs et astuces qu'ils peuvent utiliser dans leur business. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant parce que je voyais qu'ils pouvaient faire des bonds de géants, mais en formation, ce n'est pas possible. On ne peut pas accompagner chaque personne individuellement. Alors, l'accompagnement individuel, c'est vraiment la solution qui nous permet de réussir tous les deux, en fait. Moi, quand je les accompagne, et eux, dans leur business, parce qu'ils prennent conscience de plein de petites choses, de plein de petits blocages qu'ils avaient, et ils arrivent à faire des pas de géant avec cet accompagnement individuel. Je te rejoins tout à fait. C'est vrai que dans le business dans lequel on parle souvent de coaching, etc. Mais c'est vrai qu'il y a les formations où là, on est dans le partage de savoir, mais voilà, c'est standardisé puisqu'il y a 10 personnes, on ne peut pas faire du personnalisé. Par contre, moi, ce que j'y sens, c'est que le coaching, c'est une transformation. Et c'est ça aussi que je pense que de ce que tu dis, tu apportes à ton client, c'est à un moment donné le transformer. Et au terme de cet accompagnement, c'est une autre personne. Donc, je te rejoins tout à fait. Ma question, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là par rapport à ton parcours? Comment est-ce qu'on se dit un jour, je vais devenir experte en tarification et surtout en mise en avant de la valeur d'une personne? Alors, pour faire court, en fait, moi, j'ai fait beaucoup d'études parce que j'adorais apprendre. J'ai d'abord fait une licence en communication à l'Université de Liège, puis je suis passée au HEC où j'ai fait un master en gestion. Et puis, j'ai encore continué, parce que ce n'était pas assez, avec un master en marketing international et e-business qui n'existe plus au HEC, mais qui a existé à une époque. Et ensuite, j'ai travaillé souvent, toujours au contact des gens, en fait, beaucoup dans le commercial. Et les 15 dernières années, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai vendu des médicaments aux médecins, aux pharmaciens et aux vétérinaires. Et la question du prix est arrivée assez tôt. Elle est arrivée en 2005. Parce qu'à ce moment-là, j'ai été engagée par un grand laboratoire pharmaceutique pour vendre un nouveau vermifuge en pharmacie. Et ce vermifuge-là, c'était le plus cher du marché. Alors, vendre un vermifuge pour un grand nom dans un grand laboratoire pharmaceutique, même s'il est cher, c'est très facile. Mais je me suis rendu compte quand je suis devenue entrepreneur que vendre un produit, même pas forcément cher, mais quand c'est notre produit ou notre service à nous, ce n'était pas du tout la même approche. Et qu'on avait plein de blocages parce qu'on ne travaille pas pour quelqu'un. Donc, si ça se passe mal, c'est nous qui sommes remis en cause tout de suite. Et à l'époque, avec ce produit très cher, je me suis quand même demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis aussi cher? Donc, est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle molécule? C'était le cas, les années de recherche et développement, donc ça pourrait expliquer ce prix très cher. Mais j'ai quand même demandé pourquoi est-ce qu'on est le plus cher du marché. Et la réponse m'a scotché, mais elle était très bien. On m'a dit, on est les plus chers parce qu'on est les meilleurs. Et je me suis dit, mais c'est intéressant comme approche. Et moi, ça m'a aidé à vendre ce produit très cher parce que j'étais réellement convaincue que ce vermifuge apportait réellement quelque chose de plus par rapport à tout ce qui existait sur le marché.
Et ça me permettait de le vendre avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai fait les meilleures ventes de Belgique, donc c'était tout à fait possible. D'accord, oui. Donc là un des premiers principes ici, c'est que le fait d'être cher montre qu'on est aussi meilleur que les autres. Ouais. J'avais une question par rapport à ça. Ben, je l'ai oubliée, mais elle va sûrement revenir. Mais c'était un petit trou de mémoire ce matin, mais c'est pas grave, on va continuer. Écoute, c'est pas grave, hein. En fait, ça, c'était la première approche par rapport au prix. Mais donc, quand j'ai commencé à suivre des formations, notamment, j'ai commencé chez Créa PME pour le parcours d'entrepreneur classique, donc 3 mois de formation. Et je me suis rendu compte que les personnes qui m'entouraient avaient plein de blocages au niveau de leur manière de présenter leur activité. On ne parlait pas encore de prix à ce moment-là. Mais les gens me voyaient déjà comme une experte parce que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on parlait d'un truc, je savais dire quelque chose à ce sujet-là, donc ça les intéressait. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, en échangeant avec eux, que la question du prix, c'était vraiment central et qu'on n'était pas forcément bien conseillé. Parce que comme on était des débutants, des bébés entrepreneurs, on nous disait toujours, bah oui, mais vous commencez, donc vous ne pouvez pas commencer à un tarif trop élevé. Donc le mieux, c'est de mettre un tarif bas et de voir comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que quand on met un tarif bas au départ, bah, nous, on s'habitue à ce tarif-là et les clients s'habituent à ce tarif bas aussi. Donc, le jour où on veut augmenter, faire le pas, c'est assez compliqué. Et puis, il y a toutes les questions qui viennent. Le syndrome de l'imposteur bien connu. On se dit, oui, mais qui suis-je, moi, pour mettre un tarif plus élevé? Est-ce que les gens vont accepter? Je vais perdre des clients. Mes concurrents sont moins chers. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, on a plein de peurs qui arrivent et qui nous bloquent dans notre progression. Ouais, tout à fait. Et je vais de retrouver ce que je voulais te dire tout à l'heure. Mais avant tout, il y a un point que tu viens de dire. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de donner de base le prix pour lequel on aimerait payer et qu'on pense qu'on peut vraiment le vouloir, mais qu'on peut faire alors une réduction si c'est les premiers clients ou quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tête des gens, le prix de base est déjà là, existant, plutôt que Mhm. l'inverse. Parce que quand tu dis, bah voilà, moi, c'est 50 € l'heure, bah, le jour où tu passes à 120, les gens vont avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui a changé. Par contre, si tu dis qu'à la base, c'est 120 € l'heure, mais comme c'est toi, comme c'est le début, je peux diminuer, là, ça Mhm. change un peu la différence. Ma question, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque par rapport à ce que tu disais au prix et à la valeur. Je prends souvent l'exemple, moi, des médecins. Tu as un Mhm. médecin généraliste qui gagne sa vie, et puis tu as l'expert qui, lui, va super bien gagner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est expert dans quelque chose. Donc, je rejoins ce que tu disais en disant, bah, si on est le meilleur, effectivement, ça coûte plus cher parce que les résultats sont meilleurs qu'un généraliste de manière plus générale. Je ne sais pas si ça, c'est aussi quelque chose que tu remarques, c'est que les entrepreneurs ne sont pas non plus experts par rapport à plutôt un généraliste. Alors, en effet, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: «Oui, mais moi, je veux pouvoir, servir tout le monde». Donc ça, c'est une première chose et j'aime bien faire un petit peu de tout, donc je préfère être une généraliste. Je dis: «C'est très bien, mais pour que tu sois identifié dans ton secteur, c'est beaucoup plus facile si tu t'adresses à une cible particulière pour une problématique particulière». Parce que si tu fais un peu de tout pour un peu tout le monde, eh, tu n'es pas facilement identifié et puis tu es surtout dans ce qu'on appelle en marketing, dans l'océan rouge. Je prends toujours l'exemple des sophrologues parce que ça m'avait marqué. Tous les sophrologues s'occupent de bien-être pour des publics variés. Ça peut être des enfants, ça peut être des ados, ça peut être des personnes qui travaillent, ça peut être des personnes qui restent à la maison, des retraités, des handicapés. Donc, ils font tous à peu près le même job pour à peu près la même cible, pour à peu près le même tarif. Donc, dans ce cas-là, sur base de quoi est-ce qu'on va en choisir un plutôt qu'un autre? Mais ça va se jouer sur des détails. C'est peut-être que tel sophrologue a un grand parking devant chez lui, donc est plus facilement accessible. C'est peut-être qu'il a des horaires plus adaptés et qui conviendront mieux à une personne ou à une autre. Ou c'est peut-être qu'il est 5 € moins cher que son voisin direct. Mais on ne va pas le choisir parce que cette personne-là est spécialisée dans les enfants, par exemple, à problèmes hypersensibles ou des choses comme ça. Et dit, quand on choisit une cible précise, par exemple les enfants hypersensibles, je pense à quelqu'un en particulier, mais au moins on est reconnu pour cette cible-là. Et tous les parents qui ont des enfants qui sont hypersensibles et qui ont peut-être des problèmes à l'école ou quoi, vont se dire, ben, je vais chez cette personne-là parce que je sais qu'elle est spécialisée dans ce domaine-là. Et donc, elle fera le meilleur travail possible avec mon enfant. Et même dans l'autre sens, je pense, là, en point de vue du professionnel, le fait de n'être fixe que sur une seule chose, ça nous met en confiance, puisque bah, comme on maîtrise cette thématique, on peut aller, comment dire, apporter le meilleur qui soit, parce que j'en vois plein qui, en faisant un peu de tout, bah, ils ont des résultats un peu moitié partout. Alors,
Mhm. cette chose, mais l'idée, c'est vraiment de choisir ce dans quoi on est bon et de faire un focus là-dessus. Et c'est ça qui fait qu'on arrive des fois à des facturations qui sont assez incroyables. Oui. Donc je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai une petite question et imaginons, on va prendre un cas pratique. On a quelqu'un ici qui nous regarde et qui est un peu perdu dans ses prix. Quelles seraient les différentes étapes pour arriver à savoir mettre le juste prix sur son produit, sur son service? Alors, pour moi, j'ai les trois fondamentaux du prix. C'est déjà bien identifier sa cible. Est-ce que la cible qu'on a choisie au départ est capable de payer les nouveaux prix qu'on a envie de fixer? On va prendre un exemple tout con, mais si on s'adresse, si on a une cible qui pourrait ressembler à une cible d'ASBL, par exemple des personnes qui sont en reconversion mais qui sont pour l'instant au chômage, ils ne vont pas pouvoir payer un accompagnement à plusieurs milliers d'euros sans faire appel à des subsides extérieurs. Donc, il va toujours falloir adapter la cible et la cible peut changer au fil du temps. On n'est pas obligé de se dire « je me suis focalisé sur telle cible, je ne peux plus jamais changer ». On va dire l'activité évolue en même temps que nous, on évolue en tant qu'entrepreneur. Donc, voir est-ce que ma cible que j'avais choisie au départ est d'accord de payer mes nouveaux prix. Si ce n'est pas le cas, il va falloir changer de cible aussi, l'adapter. Ensuite, le positionnement, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que je suis un généraliste ou est-ce que je suis un expert? Comme tu l'as dit, un généraliste, on n'est pas d'accord de le payer trop cher. Le sophrologue spécialisé dans les enfants hypersensibles, lui, va pouvoir mettre des tarifs plus élevés parce qu'il est identifié comme étant un spécialiste dans ce domaine-là. Donc, on ne va plus aller regarder tous les sophrologues qui font un peu de tout et qui sont à un tarif plus bas. Et ensuite, la différenciation, il faut savoir pourquoi les gens viennent chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et il faut qu'ils reconnaissent la valeur de votre travail et la valeur que ça va leur apporter à eux. Et ça, c'est important aussi parce que s'ils n'identifient pas bien la valeur, c'est jamais une question de prix en fait. Quand les gens vous disent c'est trop cher, dans 10% des cas, c'est des gens qui n'ont réellement pas les moyens de vous payer. Mais dans tous les autres cas, ça va être une excuse facile et plus adaptée, on va dire, que de dire j'ai pas envie de travailler avec toi parce que je te fais pas confiance. Oui, tout à fait. Je le vois et je le ressens. Je le ressentais à l'époque aussi. J'étais comme ça. C'était, on n'ose pas. Et puis les gens disent j'ai pas les moyens. Et en fait, l'erreur que les gens font quand on dit j'ai pas les moyens, c'est de s'arrêter là. Au lieu de Mhm. simplement dire bah, qu'est-ce qui pour toi est trop cher. Parce qu'en fait, on m'a toujours dit qu'un prix, c'était par rapport à un contexte. Je pourrais avoir un client qui me payerait un demi-million. Ça se trouve, c'est un Ouais. milliardaire qui a besoin d'un demi-million pour avoir des meilleures relations avec sa famille. Bah, il serait prêt à Mhm. les mettre parce que le résultat en vaut la peine. Donc, ce que je dis souvent, des fois, quand les gens répondent que c'est trop cher, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas compris vraiment l'enjeu qu'il y a derrière. Alors, il y en a qui n'ont vraiment pas les moyens, mais ce n'est pas ceux qui disent que c'est trop cher directement. Je pense que Mhm. justement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont intéressés, ils te le montrent, etc. Ils disent pas c'est trop cher, mais c'est vrai que derrière, il y a toujours une autre argumentation derrière, et c'est là où il faut aller aussi la comprendre pour convaincre. Donc ça, c'est une chose. Tu as dit tout à l'heure, il y a savoir dire à notre client, bah, savoir si notre cible est la bonne, et donc savoir si elle serait prête à payer le montant. L'humain est ce qu'il est, c'est que les gens sont toujours un peu radins. C'est-à-dire que quand on va aller faire une étude de marché en disant combien seriez-vous prêt à payer pour ce produit, il y en a qui vont dire bah, si je lui dis vraiment le prix, bah, il va mettre ce prix-là. Donc si je dis Mhm. comment vraiment savoir, alors tu n'as peut-être pas la réponse, hein, mais je pense que tu l'as puisqu'on en a un peu discuté, mais comment savoir vraiment avoir une bonne réponse objective d'une personne par rapport à notre tarif? Comment savoir si on est trop cher, pas assez cher? Alors, premièrement, les études de marché, il faut s'en méfier parce qu'il y a ce qu'ils disent qu'ils seraient d'accord de faire et puis ce qu'ils vont réellement faire derrière. Tous les gens qui te disent dans une étude de marché, c'est génial ton idée, je suis à 100% dessus, je te suis et tout, et je suis d'accord de payer. Une fois qu'il faut réellement passer à l'action, il n'y aura peut-être plus personne. Donc, il faut voir ce qu'il y a derrière. Au niveau du prix, en fait, l'idéal, c'est d'être toi parfaitement aligné sur je suis capable de faire ça, je suis capable d'amener tel résultat à mon client, donc j'estime que ma valeur, c'est autant. Et puis tu affiches ce prix-là. Et les gens qui sont intéressés viendront vers toi. Et ceux qui disent oui, mais c'est quoi cette histoire? C'est beaucoup trop cher. Ce n'est pas tes clients de toute façon. Donc, j'ai vu l'autre jour une dame sur un groupe qui disait oui, j'ai donné beaucoup de gratuits, j'ai fait des conférences, j'ai fait des webinaires, j'ai même fait donner un cadeau gratuit en plus. Et puis, je voulais vendre derrière à un tout petit prix, une formation en ligne, un tout petit prix. Et les gens étaient choqués parce que c'était payant. Je dis, mais est-ce que tu as annoncé que tu vendais réellement quelque chose derrière?
Il dit, mais non, je n'ai pas réellement annoncé que c'était payant. Donc déjà, là, il y a eu un malentendu. Et si elle avait dit, ben voilà, c'est autant, c'est 37 euros ou quelque chose comme ça, les gens n'auraient pas été surpris. 37 euros, ça ne va pas changer la face du monde non plus, ce n'est pas des milliers d'euros. Donc, il faut être avant tout soit aligné sur le prix qu'on va proposer. Maintenant, il y a des gens qui seront d'accord de payer, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Est-ce que notre cible est d'accord de payer ce prix-là? Je dis, si c'est des gens qui n'ont pas les moyens, moi je l'ai vu beaucoup au départ, quand tu t'adresses à des porteurs de projets, ils ont tellement l'habitude d'avoir accès à tellement de ressources gratuites qu'une fois que ça devient payant, ils ne sont plus forcément d'accord de payer. Sauf dans certains domaines où on leur dit tout le temps, c'est important, les réseaux sociaux par exemple, c'est important, donc ils vont vouloir faire des formations sur les réseaux sociaux. Le prix, bizarrement, ça ne tilte pas dans leur tête que c'est important. Donc, il va falloir qu'ils prennent un petit peu de bouteille et qu'ils se rendent compte que oui, je fais plein d'efforts. On disait tout à l'heure, tu travailles à 50 euros de l'heure, ben, tu vas devoir enchaîner de plus en plus de clients pour avoir un salaire correct à la fin du mois. Et tu vas t'épuiser et tu vas être dégoûté et tu risques d'abandonner à un moment donné. Parce que, je lisais encore un article l'autre jour, on dit environ 2/3 des femmes entrepreneurs n'ont pas d'indépendance financière. C'est une activité qui vivote, mais elle n'en dégage pas des revenus suffisants. Et qu'est-ce qui est le problème à ton avis derrière ça? Qu'est-ce qui fait que… Eh ben, c'est comme d'habitude, c'est j'ai envie de pouvoir servir tout le monde, donc je veux que mes prix soient accessibles. C'est très juste, c'est très sympa pour tout le monde, mais ce n'est pas la bonne solution. En fait, on peut essayer d'aider beaucoup de gens, mais de manière différente. Et puis, on n'est pas obligé d'aider la terre entière non plus. Si tu décides de faire quelque chose, ben, ce n'est pas parce que tu parles d'un sujet en particulier qu'il n'y a personne d'autre sur Terre qui parle de ce sujet-là. Toi, tu peux décider de mettre un prix qui te semble correct, qui ne sera pas accessible à tout le monde, mais il y a d'autres consultants et spécialistes dans ce domaine-là qui peuvent répondre à leurs attentes. Donc, tu n'es pas obligé de t'adresser à tout le monde. Et puis, tu peux mettre un prix élevé pour certains services, quand tu fais du coaching en one-to-one, par exemple. Tu peux proposer à un prix moins élevé des formations en groupe, encore moins élevé une formation en ligne où tu n'interviens pas, et tu peux avoir des contenus gratuits, des ressources que tu partages régulièrement. Donc déjà, avec le gratuit que tu partages, mais ils peuvent déjà faire une partie du chemin. Donc, tu n'es pas obligé de mettre ton tarif à 45 ou 50 euros de l'heure pour tout le monde. En plus, en mettant un tarif trop bas, tu te coupes des clients qui pourraient être, eux, vraiment engagés. Si le tarif est trop bas, tu risques d'attirer des gens qui sont un peu intéressés par ce que tu fais, mais qui ne vont pas être suffisamment engagés que pour mettre tout en œuvre pour que la transformation se fasse. Et donc, les résultats vont être très moyens, eux ne vont pas être contents et toi non plus. Ouais, je te rejoins totalement. Je pense qu'on va pouvoir en parler des heures de ce sujet. Je dis souvent aussi, parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé à développer des… J'avais du mal aussi au tout début, tu vois. Je me suis lancé comme indépendant il y a 4 ans. Je me disais, bah, OK, 60 euros de l'heure, c'est bien, etc. Et puis j'ai réfléchi. Et là, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, l'argent derrière, c'est surtout un investissement de la personne. Il y a eu beaucoup de fois où je donnais des contenus, mais vraiment gratuitement, mais parce que voilà, comme tu dis, moi, j'adore partager, j'adore aider. Et en fait, les gens n'écoutaient pas. Mais par contre, tu mets ce même conseil à 2000 euros, bah, là, il y a une transformation parce que la personne, comme elle a payé cher, elle s'est engagée. Et donc, derrière, ça la pousse à se dire, bah, il faut que je rentabilise ça. Et donc, il va se mettre vraiment en position. Mais, donc, ça, c'est une des choses. La deuxième aussi que je pense, et tu vas peut-être me le confirmer, le problème des gens qui n'arrivent pas à mettre un tarif sur leur produit, leur service, c'est qu'ils ne savent pas de combien ils ont besoin pour vivre, etc. Donc, ce que je dis souvent, c'est que en fait, tu dois te mettre 3 objectifs par mois. Le premier objectif, c'est ce que tu dois avoir pour survivre. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir payer ton prêt, ton loyer, à manger, etc. Donc, c'est vraiment survie, c'est-à-dire ne pas profiter des joies de la vie. Donc, ça, c'est le premier objectif. C'est-à-dire que si tu as ça par mois, bah, tu es tranquille. Bah, tu ne vis pas une vie de roi, tu ne commences pas à rouler dans des belles voitures, mais tu survis. Puis, j'ai un deuxième objectif qui est celui-là, je vais rajouter le montant que j'aimerais bien me payer. Donc, le premier, c'est pour survivre. Le deuxième, c'est pour me payer moi. En fait, en tant qu'indépendant, c'est combien je mets. Et j'ai un troisième objectif, où là, c'est ce que j'appelle l'objectif, entre guillemets, rêvé. C'est celui qui permet, un, bah, de survivre, deux, de pouvoir se verser un salaire, mais qui permet d'avoir 30% pour faire vivre son entreprise. Parce qu'on dit souvent qu'une entreprise, pour qu'elle soit sereine, il faudrait qu'elle augmente de 30% chaque année pour pouvoir réinvestir bah, dans des formations personnelles, pour réinvestir dans de la publicité, etc. Et donc là, on arrive à un chiffre. Et je pense que lorsque les gens se mettent comme ça dans ce mindset, ben, ils se rendent compte que quand ils vendent leurs produits,
ils savent qu'ils en ont besoin. Parce qu'à un moment donné, ils savent que c'est pas. Parce que je pense que des fois, il y en a qui ont peur de leur prix parce qu'ils disent, mais c'est de l'arnaque et tout. Mais non. Là, tu sais que c'est ce que tu as besoin pour vivre. Donc, à un moment donné, voilà, tu vas le vendre à ton juste milieu. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de cette façon de voir les choses, si Ben, ça te parle ou si tu as une autre façon, toi, de réfléchir comme ça. c'est une excellente manière parce qu'en fait, le problème, c'est que dans toutes les structures d'accompagnement, il y en a beaucoup en Belgique, ils partent du principe qu'on doit se baser sur la survie. De combien as-tu besoin chaque mois? C'est quoi le minimum dont tu as besoin chaque mois? Donc, c'est ta partie survie à toi, c'est ton étape 1. Et quand on m'a annoncé ça, moi, je n'étais pas d'accord. Je dis, mais moi, je ne veux pas juste survivre. Je veux vivre une belle vie. Veux pouvoir continuer à vivre comme je vivais avant, quand j'avais un bon salaire qui tombait tous les mois, plus les bonus, les primes et compagnie. Et donc, je n'étais pas d'accord avec ça. Et je disais, je partais pas de, c'était pas aussi étagé que toi, mais je me disais, de combien est-ce que j'ai envie de vivre pour pouvoir vivre confortablement, mettre de l'argent de côté et être à l'aise tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc, en effet, ton idée des 3 étapes, survivre, combien je me paye et 30% pour faire vivre l'entreprise, c'est vraiment une super idée. Mais très peu de gens partent de ça. En fait, ils vont regarder le marché. C'est quoi le prix du marché? Qu'est-ce que mes concurrents font? Peut-être que si je mets rien moins cher que le concurrent, je vais attirer plus de clients. Mais en fait, non, les gens s'épuisent. Et la grande erreur qui est souvent faite aussi, c'est que dès que le client arrive avec une objection type c'est trop cher ou j'espère que je vais pouvoir me payer tes services, j'ai une cliente qui me l'a dit l'autre jour, tout de suite dans sa tête, elle se disait à combien est-ce que je vais pouvoir le mettre pour qu'elle accepte. Je dis mais tu lui as pas demandé quel était son budget? Ah non. Donc, avant de se dire mon client n'a pas les moyens, je dis toujours il ne faut pas réfléchir à la place du client, il ne faut pas se mettre dans son portefeuille. Ceux qui râlent toujours en disant oui, c'est trop cher, ben, ils sont peut-être déjà partis 3 fois en vacances cette année. Ils téléphonent peut-être avec le dernier iPhone. Donc, tout ça, c'est une question de priorité et de voir la valeur de ce que vous offrez. S'il n'est pas d'accord de payer 10 euros pour ce que vous offrez, mais qu'il est d'accord de payer 3 000 euros pour partir en vacances, il y a un petit souci quand même. Ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens, c'est qu'il n'a pas envie, qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'a pas compris ce qu'il va gagner avec vous. Tout à fait, ouais, les actions doivent matcher avec les ambitions, c'est ce que je dis souvent. Et pareil, il y a pas plus longtemps qu'une semaine, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, ben voilà, parce que je pose toujours la question, quelle serait ta vie rêvée? Dans le sens, à quoi ressemblerait une semaine? Combien de temps tu veux travailler? Qu'est-ce que tu veux faire? Et elle me disait, bah, 2 jours semaine, ça me semble bien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux. Par contre, tu vas devoir te rendre compte que sur ces 2 jours, tu vas devoir gagner plus d'argent que si tu en travailles sur 5. Donc, il y a aussi une réflexion que je trouve aujourd'hui, et c'est plus peut-être dans le métier d'expert, donc les gens qui vendent leur savoir, leurs conseils, etc. C'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup en tarification horaire. Tout à fait. Est-ce que tu es comme moi d'accord que je pense que la clé, vraiment, et d'ailleurs je fais bientôt une thématique et ça rentrera dedans, la clé pour pouvoir avoir un business qui explose de manière exponentielle en chiffre d'affaires, c'est de casser directement ce rapport à l'heure. Oui, oui, en effet, parce que quand on a un tarif horaire, en plus, le problème, c'est que si vous annoncez votre tarif horaire à vos clients, ça leur permet de comparer avec les concurrents. Tandis que si on fait une offre sur mesure qui ne sera pas comparable avec ce qui existe, ben, il n'a pas de point de comparaison. Donc, ça permet, de noyer un petit peu l'idée du client et deux, c'est important quand même pour nous d'avoir une idée du tarif horaire en dessous duquel on ne veut pas descendre. Mais pour pouvoir calculer justement, tiens, tel projet, je devrais en retirer autant et avoir une base de tarif horaire, c'est intéressant. Mais on ne l'annonce pas au client parce que c'est trop facile après d'aller comparer ce qui se passe. Et même psychologiquement, et ça, allez, j'en retrouve beaucoup, c'est que même moi, personnellement, je serais face à un consultant, un coach, peu importe, qui me dit qu'il a plus de 200 euros de l'heure, tel quel, comme ça. Je me dirais, même moi qui suis alors assez ouvert à ça, je me dirais, c'est quand même un peu bizarre. Et donc, moi, mon conseil par rapport à ça, en tout cas pour ces coachs, c'est créer une offre. Et en fait, c'est transformer en un produit qui fait que les gens, en fait, ne savent peut-être pas concrètement ce qu'il y a dedans, mais tu proposes tellement plusieurs choses qui ont une valeur aussi, une perception de valeur, qui fait que ça casse vraiment le timing horaire derrière. Parce qu'il y en a certains, si tu fais le calcul, effectivement, ils sont à 300-400 euros de l'heure, mais parce que derrière, ils ont proposé des choses qui donnent une valeur, une perception de la valeur pour le client, mais qui peut-être pour eux ne leur demande plus de temps aussi. Ça, je pense que c'est important pour en tout cas grandir de manière exponentielle.
Alors, il y a deux choses importantes dans ce que tu as dit. C'est il y a un prix, en effet, et les gens peuvent se dire, oui, mais c'est facile pour toi parce qu'en 5 minutes, c'est fait. Mais il faut voir combien d'années tu as mis toi pour acquérir des connaissances, devenir bon dans ce que tu fais et justement pouvoir faire le travail en 5 minutes. Il y a des gens qui disent, OK, je vous l'ai fait en 5 minutes, mais vous me payez 30 ans d'expérience derrière. Donc, les 5 minutes, si elles valent 1 000 euros, ce n'est pas les 5 minutes que vous payez, c'est les 30 ans qu'il y a derrière. Et les 30 ans qu'on leur fait peut-être aussi gagner. Et, parce que ça, c'est une Aussi, question pour retourner, c'est quel investissement est-ce que vous perdez si vous… Bah, allez, allez, moi, je prends l'exemple, ceux qui n'osent pas se lancer, bah, je vais dire, OK, combien ça te coûte chaque jour où tu n'as pas fait appel à moi de rester dans ta vie classique et de ne pas te changer. Alors, ça peut être en termes de bonheur, ça peut être en termes d'argent, etc. Et en fait, là aussi, ça matérialise l'investissement qu'il faut faire, je pense, derrière. c'est exactement ça, c'était le deuxième point en fait. Quand les gens me disent, ben oui, en fait, j'ai fait une offre et donc ça fait autant d'heures, donc ça devrait coûter autant. Je dis, mais non, c'est pas comme ça que tu fais. Combien est-ce que ton client gagne en travaillant avec toi? Et c'est toujours la même chose quand c'est quelqu'un qui fait du coaching, transformation et compagnie. Je dis, combien vaut cette transformation? Et bien souvent, elles me disent, mais ça n'a pas de prix. Ouais. Donc, pour le client, ça n'a pas de prix. En effet, s'il gagne 10 ans de sa vie parce qu'il a reçu le bon conseil au bon moment et qu'il est motivé pour l'appliquer, bah, gagner 10 ans, ça peut chiffrer beaucoup, hein. Et donc, à ce moment-là, il ne regarde plus en termes de prix, il regarde le résultat qu'il va pouvoir atteindre grâce à toi en très peu de temps. Je reprends toujours l'exemple parce que j'en ai reparlé encore même hier. C'est Tony Robbins. Alors, il y a une légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'à la base, moi, j'avais entendu que c'était 1 million de dollars pour travailler 1 heure avec lui. Puis j'ai entendu que c'était 1 million de dollars pour une journée. Et le dernier truc que j'ai entendu, c'est sur un an. Donc voilà. Mais l'idée, quand même, c'est qu'effectivement, 1 million, c'est beaucoup. Mais comme je dis, moi, le jour où je les ai, j'aurais pas de mal à lui donner parce que je sais peut-être que sur le fait de passer 1 heure avec lui, imaginons ça avait été 1 heure, il va peut-être me débloquer pour les 10 prochaines années de ma vie et me faire peut-être gagner 5-6 millions de chiffre d'affaires. Comme tu dis, il est important de vendre un résultat, même ne serait-ce que quand vous vendez. Parce que là, les gens vont dire, oui, mais c'est pour les services, c'est facile. Non, un produit, c'est pareil. L'utilité que tu apportes dans ton produit, qu'est-ce qu'il peut faire gagner aux gens? Est-ce que c'est du temps? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour faire moins, entre guillemets. Mhm. Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce qu'il y a… Donc, ouais, je pense que le switch en résultat est toujours très, très, très important. Et ça, il faut pas négliger. Une question que j'avais aussi par rapport à toi, parce que je lis beaucoup ça dans les groupes, ce sont ce qu'on appelle les prix psychologiques. Oui. Est-ce que pour toi, ça marche ou pas? Alors, pour avoir refait des études en neuromarketing, le prix psychologique, c'est quelque chose qu'on aborde aussi. Le prix psychologique, c'est tout simple, hein. C'est quelque chose qui est utilisé dans les magasins depuis très, très, très longtemps. Les prix qui finissent en 99 et des choses comme ça, tu vois quelque chose à 99 euros ou à 100 euros. Bon, les gens savent, connaissent le truc maintenant, ils se disent 99, bon, ben c'est 100. Mais le prix psychologique, c'est 100 euros. 100 euros, on n'a pas envie de payer parce que ces trois chiffres, ça a l'air d'être beaucoup plus. Et en fait, on explique ça par le fait que le cerveau humain enregistre le premier chiffre qu'il voit. Donc, si c'est un objet à 9,99 € ou à 10 euros, tu as juste 1 centime de différence. Mais ce qui reste imprimé dans le cerveau, c'est 9 euros. Et il y a des études qui ont été faites avec ça. On proposait, je pense que c'est dans une grande surface, c'est une étude qui avait été faite sur du fromage. Il était à 6,99 € pendant certains jours, certaines heures, et d'autres à 7 euros. Et on redemandait quelques jours après, quelques semaines après aux gens combien ils avaient payé. Mais ceux qui avaient payé 6,99 € se souvenaient du 6, mais ils pensaient peut-être qu'ils avaient payé 6 euros, 6,50 €, mais pas forcément 6,99 €. Et ceux qui avaient payé 7 euros se souvenaient du 7, mais pensaient parfois que c'était plus, donc 7,25 ou 7,50. Donc la différence de 1 centime, en fait, ils ne la voyaient pas. On retient vraiment le premier chiffre, on a l'impression qu'on a payé soit beaucoup moins, centimes, hein, ou beaucoup plus. Et donc, ça peut être intéressant de faire, si tu as une offre, tu ne veux pas passer les 1 000 euros, bah, la mettre à 995, 997, 998, 999, comme tu veux, mais pas 1 000. Et si tu veux la mettre à plus de 1 000, évite de faire 1 050, par exemple, parce que 1 050, ça fait bizarre. Et dans la tête des gens, si tu vends, par exemple, un stylo à 20 euros, ils vont se dire, c'est bizarre, 20 euros tout rond. Est-ce qu'il n'a pas ajouté 1 ou 2 euros à ce qui aurait dû être le prix normal?
Donc, un prix trop rond, ça induit quand même un doute dans la tête des gens. Ok, bah, j'avais lu ouais, qu'il y avait différents paliers comme le 47 ou le 40. C'est souvent 7 ou 9, je remarque les chiffres. C'est Ouais. 40, 37, 49, 99, 149, 199. Alors, j'avais demandé pourquoi ces 7 et ces 9. Personne n'a jamais été capable de me l'expliquer. Donc, tu pourrais mettre 45 aussi. Il y a des modes, en fait. À un moment donné, on a vu apparaître des chiffres en 8. Pourquoi pas? Tant que c'est en dessous du 100 ou du 1000 ou de ces chiffres-là, ça passe. Ou alors, tu les mets bien au-dessus. Si ce n'est pas 1050, mais ça peut être 1250, par exemple. Ouais, Vraiment c'est pour qu'on ait intéressant. l'impression que c'est un chiffre qui est calculé, qui est étudié. Et il expliquait aussi en neuromarketing que si tu mets, par exemple, sur ton site internet, 1000 personnes ont déjà suivi mon accompagnement, 1000, c'est trop rond. Il vaut mieux un chiffre genre 1153, c'est Ouais, super précis et ça induit plus de confiance. ouais, tout à fait. Et je pense aussi une chose que les gens n'arrivent pas à faire, et encore une fois, je pense que c'est de la psychologie parce que c'est de pouvoir aussi être flexible par rapport à ces prix, c'est de pouvoir aussi à un moment donné se dire, bah, je peux l'abaisser, je peux l'augmenter, je peux faire des tests, des A/B testing. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est scandaleux. Si j'ai proposé à monsieur A tel prix, je dois proposer le même à l'autre, etc. Donc, Pas forcément. Une fois, je suivais une conférence en ligne et je ne sais plus qui parlait de ça, mais le mec avait vraiment des prix bien, bien élevés, 10 000 euros et plus. Et il disait justement par rapport à l'engagement du client, certains clients ne vont pas s'engager au même niveau. Donc, il y a des gens pour qui une dépense de 3 000 euros, ça sera déjà énorme et ils seront au taquet pour vraiment faire tout bien ce que tu leur dis pour rentabiliser leurs 3 000 euros. Et il y en a d'autres, si ce n'est pas 15 000 euros, ils ne bougent pas le petit doigt. Et donc, ce spécialiste-là disait, eh bien, moi, ça ne me dérange pas, même si c'est contre-intuitif, de proposer des prix différents en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc, il y en a un qui payera 3 000 euros pour cet accompagnement-là, et l'autre, s'il faut qu'il paye 15 000 euros pour se bouger et pour arriver à sa transformation, eh bien, ce sera 15 000 euros. ouais. Je n'ai pas encore testé ça, parce que c'est vraiment contre-intuitif, mais c'est une possibilité. Et je dis toujours à mes clients, c'est vous qui êtes responsable de votre business. Donc, c'est vous qui fixez les tarifs, ce n'est pas les clients. Donc, si à un moment donné, vous avez décidé de mettre le tarif à 500 euros et que 2 mois plus tard, ça passe à 750, vous avez le droit. C'est votre job, c'est votre entreprise. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais maintenant, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a quand même un upgrade dans ce que tu On est tout proposes. à fait d'accord, on est tout à fait d'accord. Ou se rendre compte qu'à un moment donné, et c'est là où je dis, si quelqu'un s'est trompé au début en mettant un prix trop bas, pardon, bah ça coince effectivement. Mais c'est bizarre, il y a 2 mois c'était à 200 euros et là maintenant tu es à 400, qu'est-ce qui a changé? Et bien souvent les gens ne changent rien. Ils se rendent juste compte qu'au début ils ont mis un prix trop bas et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours donner le prix qu'on rêve de vendre, même si on n'y arrivera jamais, mais en tout cas dire après, bah voilà, je fais une réduction par rapport à ça. Tout Il me à reste fait. une dernière question à te poser dans ce discours. On est, à l'heure où on tourne cette vidéo, en confinement, c'est le Covid-19, c'est le problème. Je vois beaucoup de discussions entre le fait de solidarité, on donne du contenu gratuit, on donne des formations gratuites, on vend ces services gratuits, et ceux qui disent non les gars, faites pas ça, ça ne vous servirait pas. Quel est toi ton avis là-dessus? Est-ce qu'il faut donner, alors c'est de la solidarité, hein, on pourrait dire voilà, je fais un prix, etc. Ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors, je me suis posé la question tout au début, parce que tout au début, on a vu fleurir plein d'offres en gratuit, justement. Et dans les grandes entreprises aussi, où on nous proposait des datas pour notre téléphone, des films gratuits, des choses comme ça. Je me suis dit, si tout le monde le fait, comment est-ce que ça va être pris? Et moi-même, j'ai fait une offre en gratuit tout au début. Et bien, ça n'a pas fonctionné du tout. Parce que quand on a l'habitude de dire, c'est une phrase bateau, mais ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, les gens prennent, consomment éventuellement, mais ne vont pas forcément passer à l'action ou vont se dire oui, ok, c'est intéressant, mais je le ferai plus tard. Tu l'as sûrement déjà fait aussi avec les formations en ligne pas chères. On achète, on achète, on achète en se disant j'ai pas le temps maintenant, je la ferai plus tard, et puis on la fait jamais. On en revient à l'engagement, hein. On en revient à l'engagement Voilà. que ça procure, quoi. Et Ouais. alors, c'est toujours la même réflexion. C'est des gens qui disent parfois oui, je veux le mettre moins cher parce que ci, parce que ça. On a le droit de faire du moins cher à un moment donné, mais il faut bien cadrer les choses alors. Dire, si on est en début d'activité, on peut dire je fais une offre de lancement, mais c'est de telle date à telle date. Après, le prix augmente. Ou on peut se dire, je fais une offre spéciale Covid
Mais pourquoi est-ce qu'on ferait une offre spéciale Covid? Ou alors, si on fait une offre moins chère, mais il faut que le contenu soit un peu moins que ce qu'on offre d'habitude. Parce que sinon, les gens vont se dire, ben oui, ben on va en profiter. Il y a une entrepreneur qui m'a dit l'autre jour qu'elle avait eu comme remarque d'une cliente, ah ben vous allez faire des remises alors comme c'est la crise. Comme si on était obligé, le client allait nous imposer un nouveau prix. Mais non, pourquoi est-ce qu'on diminuerait nos tarifs? Il y a aucune raison de le faire. Et enfin, on peut le faire si on veut, hein. Et une autre personne qui me disait, j'ai moi-même spontanément proposé un tarif adapté, donc un tarif spécial Covid à mon client. Je dis, il t'avait demandé quelque chose? Non. Non, mais de moi-même, je me suis dit, bah, tiens, c'est un nouveau client, je vais faire un petit geste pour lui. Donc là encore, il a réfléchi à la place de À la son place du client. client. Ouais, je pense que c'est. En fait, je pense que on peut effectivement la solidarité, c'est important, mais beaucoup l'ont fait aussi pour de la notoriété, effectivement, parce que je pense que c'est une très bonne porte ouverte. J'ai d'ailleurs la preuve de deux personnes. Moi, j'ai Pascal Michel, qui est l'animateur sur la RTBF, qui a lancé des blind tests. Donc lui, il est animateur de blind tests dans la vraie vie, mais là, il ne pouvait plus les faire. Donc il les a offerts tous les vendredis soirs. Mais derrière, il a eu de la notoriété. Je pense qu'il est passé de 1800 personnes sur sa page à 10 000 en un mois. Mais je pense qu'il le faisait vraiment de bienveillance, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que c'est pas ça non plus qui te nourrit fin du mois. Et donc, il a commencé à développer des services à proposer derrière. Mais je pense que sa notoriété aura marché. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Effectivement, c'est comme tu dis, de savoir cadrer les choses pour pas que les gens se disent, ouais, bah, parce que oui, comme tu dis, j'ai acheté plein de formations qui étaient moins chères et au final, on n'a pas l'engagement parce qu'on se dit, bon, de toute façon, allez, ça va, j'ai perdu 20 euros, c'est l'équivalent d'aller chercher un sandwich avec un coca. Et Voilà. donc voilà. Et si tu fais du gratuit comme ça, en fait, tu vas surtout attirer des gens, des chasseurs de gratuit, comme on les appelle. Et une fois que tu vas derrière, comme ce monsieur, proposer quelque chose de payant, ben, eux ne seront plus intéressés parce que ce n'était pas ça leur but. Ceux qui sont réellement intéressés pour avancer, ils vont être d'accord de payer. Alors, tu peux leur proposer une remise, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça soit en accord avec ce que toi, tu fais. Parce que quand tu donnes tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi, je l'ai vécu. J'ai donné beaucoup aussi en gratuit des conférences, des conseils, des machins. Puis quand tu vois qu'il n'y a rien derrière qui se passe, c'est réellement frustrant. Donc, il vaut mieux garder des tarifs corrects. Tu peux évidemment toujours aussi proposer des solutions, des facilités de paiement pour les gens qui n'ont pas les moyens. Tu peux, dans certains cas, si la personne est vraiment motivée, vraiment engagée, lui proposer un tarif spécial pour elle si tu veux. Il y en a même qui disent, plutôt que de proposer un tarif adapté, ben, je préfère garder un certain timing dans mon mois pour aider gratuitement des personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, mais qui ont vraiment envie d'évoluer. Et ça, les avocats le font déjà, le pro bono. Donc ça, il ne faut pas non plus culpabiliser pour ça. Mais effectivement, par contre, quand vous faites du pro bono, il faut, je pense, mettre vraiment un cadre. Donc, est-ce que c'est un questionnaire pour voir que la personne est vraiment motivée, qu'elle n'a pas les moyens? Donc, Et ouais, je puis vois ce que- surtout, ce qui est important quand on fait ça, c'est d'avoir assuré notre sécurité financière à nous. On ne commence pas par faire ça. On a d'abord des bons clients réguliers qui payent et quand on est à l'aise, alors on peut rendre à la communauté. Tout à Mais on ne fait. fait pas l'inverse. Mais c'est ce que, en fait, j'ai lu un livre il y a pas. Ici, le confinement, j'en ai lu plein, j'ai eu du temps, donc c'était chouette. C'était Esprit d'un millionnaire ou quelque chose comme ça, qui expliquait qu'effectivement, il y en a beaucoup qui se bloquaient en disant, mais je peux pas gagner beaucoup d'argent, moi, mon but, c'est d'aider ceux qui en ont pas. Je dis, ouais, mais ne pas en avoir ne les aidera pas spécialement non plus. Alors, moi, j'avais une théorie, c'était de dire que j'étais un peu le Robin des Bois de l'entrepreneuriat, aller chercher où il y a de l'argent, entre guillemets, mais pour pouvoir avec ce que je gagne, le temps que je gagne, pouvoir aller partager à des étudiants, à des écoles pour aussi inculquer. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté, aussi dans cette vision, si je la partage, la personne qui va peut-être me payer plus cher va se dire, ah ben, en payant lui, c'est comme certaines boîtes qui versent à des associations, ben, en payant pour lui, on paye aussi pour la succession. Exactement. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée quand j'étais encore commerciale. Je voyais certains vétérinaires qui disaient, ah ben oui, mais moi, je suis dans un endroit, dans une zone où les gens n'ont pas beaucoup les moyens, donc j'ai mis des tarifs très bas. Et bien, en fait, ils voyaient leur clientèle se transformer au fur et à mesure parce qu'ils commençaient à être connus comme celui qui est pas cher et ils n'attiraient que des chasseurs de pas cher. Donc, des gens qui téléphonaient pour faire stériliser un chat, pour faire ci, pour faire ça, et qui téléphonaient à plusieurs vétérinaires et qui prenaient le moins cher. Mhm. Donc, on attire finalement une clientèle qu'on n'a pas envie d'avoir parce que ceux-là, en plus, ils n'ont pas envie de payer, ils vont chicaner pour 3 centimes et ils ne seront jamais contents. Donc, Tout ce à n'est fait. pas une bonne solution. Et même, parlons à l'entrepreneur paresseux de l'autre côté, le fait d'avoir un prix plus élevé permet de devoir avoir moins de clients pour pouvoir réussir fin du mois.
Je faisais un calcul il n'y a pas longtemps par rapport à une de mes offres. Si je fais le calcul, si je veux arriver à mon objectif, il me suffit d'avoir 10 clients par mois. Et ce 10 clients pardon, tous les 3 mois. Donc, ça veut dire 40 D'accord. clients sur l'année. Ouais. Pourquoi? Parce que, et ça me ferait travailler 10 heures par semaine, parce que c'est 1 heure par semaine d'échange. Mais ça me fait que je dois trouver que 40 clients. Entre ça et peut-être avoir des produits à 25 euros, où là, pour arriver à une somme quand même agréable, il faut en trouver beaucoup. Ben voilà, donc ça, c'est pour là, je parle à ceux qui sont paresseux, peut-être, ça va peut-être plus les tilter, en tout cas, de mettre un prix. Mais c'est un très bon calcul en fait, parce que ceux qui s'échinent à faire du 50 euros de l'heure, ils doivent accumuler de plus en plus de clients. Le client du matin, quand tu es bien réveillé, quand tu es en forme, bah, tu vas lui donner le meilleur. Mais ton 15e client de la journée, tu n'en peux plus. Donc lui, il va payer le même prix que celui du matin, mais il n'aura pas la même qualité de travail parce que toi, tu seras épuisé. Donc, ce n'est pas juste non plus pour les clients. Alors que toi, si tu travailles 10 heures par semaine, ben, ça te laisse du temps pour te former sur le côté. De toute façon, on ne fait jamais du 40 heures par semaine en payant, on va dire. Hein. Tu as quand même dans ton planning de la communication à faire, de la comptabilité. Enfin, tu as des choses qui ne te rapportent rien, mais que tu es obligé de faire. Donc, il faut voir aussi dans ton planning hebdomadaire de quel temps réellement facturable tu disposes. Et donc, en n'ayant que 10 clients tous les 3 mois, ben, ça te permet de donner le meilleur de toi-même et eux en récoltent la meilleure valeur aussi. Donc, c'est une très bonne idée. Yes. Donc ça pourra peut-être aider. Ben écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette chouette interview, ce chouette bavardage. Dernière chose que moi je dis à tous mes invités, vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez. Est-ce que tu veux mettre en avant peut-être un de tes programmes, un de tes services? Est-ce que tu veux donner peut-être un dernier conseil, quelque chose qu'on aurait peut-être oublié? Voilà, tu as le micro pendant 1 minute avant qu'on termine cette interview. Alors, en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que ce qui bloquait le plus de mes clients, ce n'est pas vraiment le prix, c'est des peurs, des croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Et c'est des peurs parfois totalement infondées. Mais comme on est le nez dans le guidon, on ne les voit pas. Et moi, mon super pouvoir, c'est de les aider à adopter un autre regard. J'avais une cliente l'autre jour qui me disait je suis proche de la province du Grand-Duché de Luxembourg, mais je n'ose pas aller vers le Grand-Duché de Luxembourg parce que je pense que les clients sont beaucoup plus exigeants. Je dis mais moi, je pense que tu es totalement capable de les satisfaire parce que tu as ça, ça, ça. Elle me dit ah mais oui, mais c'est vrai en fait, parce que les gens au Luxembourg ne sont pas aussi… Enfin, elle me dit, elle a trouvé elle-même le truc en se disant, ah mais oui, mais finalement, je suis meilleure que ceux qui font le même travail que moi au Luxembourg. Je dis, tu peux adapter tes tarifs. Donc en fait, la première chose à voir, c'est de voir qu'on a des peurs qui nous bloquent et c'est vraiment de se donner l'autorisation de réussir. Parce qu'on a des peurs de l'échec, mais on a surtout peur de réussir. Si je réussis, qu'est-ce qui va m'arriver? Les gens vont m'en vouloir, je vais perdre mes amis, je vais changer, je ne serai plus la même personne, ou je vais devoir travailler beaucoup plus, je vais m'épuiser. Donc, il y a plein de peurs. Je vais gagner de l'argent, mais je ne sais pas comment le gérer. Donc, c'est vraiment une peur de la réussite. Et moi, je dispose d'une super méthode qui s'appelle Succès Infini, qui permet d'aller chercher des peurs et des croyances qu'on a tellement bien intégrées. Elles ne viennent pas de nous, elles viennent de nos parents, de notre entourage. Et c'est des choses qu'on a totalement intégrées, on n'y pense même plus. Mais ça nous bloque. Et cette méthode-là, ça permet d'aller chercher ça et de les dépasser. Et ça, plus les conseils en stratégie prix, je peux te dire que c'est explosif. Et c'est ce qu'on voit dans mon programme Mon Prix, Ma Valeur, qui dure 3 mois et qui apporte une réelle transformation. Eh ben, écoute, je mettrai dans la description de la vidéo tes infos, les liens et tout. Bon, donc ceux qui nous regardent et qui sont intéressés, qui ont un problème avec justement ce fait de mettre de la valeur sur ce qu'ils proposent, donc je mets le lien là-dedans. Tout grand merci pour ton temps. Merci On à pourrait toi. parler des heures, hein. On se connaît bien et on sait qu'on peut parler beaucoup. Mais voilà, ici, on arrive tout doucement à la fin. Je te remercie pour ton temps. Je te souhaite tout le meilleur et à très vite. Merci Lucas, à bientôt. Bonne fin de journée.